Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Je vous propose de partager dans cette vidéo une élaboration faite sur la question suivante. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, parle-t-il la langue de bois? Avant de répondre à cette question, je vais tout d'abord vous rappeler quelques fondamentaux à propos de la langue de bois. Quelques points qui sont très importants. La langue de bois est en fait une cousine de la novlangue. Cette rhétorique décrite par George Orwell dans le livre 1984. Alors, langue de bois, c'est un discours universel. Sa traduction dans toutes les langues connote l'idée de double discours, voire de duplicité. La langue de bois n'est pas une fiction. À l'Institut national de la fonction publique, ex-ENA, il y a un cours intitulé « Langue de bois ». Voici un exemple d'exercice proposé aux étudiants et qui consiste à choisir tout à fait au hasard un bout de phrase dans chacune des 4 colonnes, et ce de manière successive, puis de les rattacher, ce qui va constituer une ébauche de discours qui, comme on dit, se tient. Par exemple, je reste fondamentalement persuadé que l'acuité des problèmes de la vie quotidienne conforte mon désir incontestable d'aller dans le sens d'un programme plus humain, plus fraternel et plus juste. Voici un extrait d'une déclaration faite par Emmanuel Macron, président de la République, sur l'islam en France. C'est cela notre défi, de construire ce commun indépassable qui est à la fois notre humanité dans ses convictions et leur pluralisme et notre appartenance à la République dans ce que ce projet porte de dépassement individuel. Je vous rappelle tout d'abord que la langue de bois est beaucoup plus souvent écrite que parlée, dans des notices, dans des comptes rendus, dans des politiques. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de rédiger un texte en langue de bois que de le prononcer. On a donc affaire à un émetteur qui va s'adresser à un ou des récepteurs. Premier point, la langue de bois est un discours qui porte sur une réalité et non pas la réalité. Je répète, une réalité et non pas la réalité. La réalité, c'est évidemment tout ce qui existe de manière irréfutable autour de nous, qui a une matérialité et qui est observable. Par exemple, si un homme politique évoque le chômage en utilisant la langue de bois, il va parler d'une réalité. Homme politique qui ferait référence à un narratif ou une idéologie du parti dont il est le porte-parole et qui est probablement éloigné de la réalité, par exemple celle que vous pouvez vous-même connaître en ayant fait l'expérience. Pourquoi? Tout simplement pour engendrer chez le récepteur, qui va se retrouver entre deux réalités, incompréhension, perplexité, inintelligibilité, et puis progressivement, ennui, démobilisation. C'est donc l'effet recherché. D'autre part, le récepteur va penser que l'émetteur est décalé de la réalité, hors sol, comme on dit, ce qui est faux. Il n'est pas dans la réalité, il est dans son monde à lui. Déconnecté de la réalité, méprisant. Deuxième point, la langue de bois est un véhicule qui transporte, à l'insu du récepteur, un certain nombre de choses que l'on veut masquer. Des objectifs réels, des conflits d'intérêts, des conflits de pouvoir, une stratégie, une idéologie d'arrière-plan, etc. La langue de bois permet aussi de masquer l'incompétence. Et c'est le meilleur moyen, en termes de communication, pour masquer ces choses. Par conséquent, on a affaire à une coquille. C'est pourquoi il n'y a pas de manuel d'autodéfense vis-à-vis de la langue de bois. Parce que se focaliser sur cette coquille est complètement inutile, improductif. Si vous ne comprenez pas ce que dit Macron, ça n'est pas que vous êtes bête, c'est qu'il vous enfume par des discours et des propos qui ne veulent rien dire. Dans la vidéo précédente, je vous ai donné, en toute modestie, les outils pour faire, dès que possible, un diagnostic de langue de bois. Et à partir de là, pouvoir, à votre niveau, réagir selon le contexte. Pourquoi? Parce que la langue de bois, si elle est de manière occasionnelle
d'actualité dans un discours solennel qui s'adresse à un grand public, qui est médiatisé, qui est programmé. La langue de bois peut aussi, comme on dit vulgairement, vous tomber sur la tête à tout moment, dans une réunion de travail par exemple. Troisième point fondamental, la langue de bois est une rhétorique qui est donc fabriquée avec des figures de style. Et ces figures de style, elles sont tout à fait banales, nous les utilisons nous quotidiennement. Mais ce qui fait la spécificité de la langue de bois, c'est que l'émetteur va utiliser ces figures de style de manière beaucoup plus fréquente, plus insistante. Il va marteler le discours avec ces figures. Alors j'emploie ce mot parce qu'il fait référence à 1984, le roman dystopique écrit par George Orwell, et qui nous décrit dans le détail la novlangue. La novlangue qui facilite au pouvoir, bien entendu, totalitaire, les procédés d'endoctrinement, de formatage des individus. Il faut détruire les mots. Et comme disait Orwell, ces mots, on peut très bien vivre sans les connaître. Quelle belle chose que la destruction des mots. Vous avez vu la 10e édition du dictionnaire Smith? Épaisse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse. Cette langue qui, dans le roman, doit devenir officielle autour des années 2050. Dans cette novlangue, il y a le mot « marteler ». Ce mot remplace tous les mots possibles qui ont à voir avec la communication. Par exemple, pour dire proclamer, communiquer, s'exprimer, etc., on utilise un seul mot, marteler. Je vous renvoie aux vidéos précédentes faites à ce propos dans la langue de bois. Parmi ces figures de style, la plus importante, c'est l'euphémisme, qui consiste pour l'émetteur à adoucir une réalité, à masquer la violence. Voici quelques exemples d'euphémismes contemporains parmi tant d'autres. Donc à positiver une réalité et à créer le plus souvent de l'autocensure. Cette figure de style est très fréquente dans ce qu'on appelle, par exemple, le discours politiquement correct, qui est d'origine nord-américaine et qui a pour idéologie d'arrière-plan le puritanisme. Mais le discours politiquement correct n'est pas de la langue de bois. En opposition à l'euphémisme, il y a l'hyperbole. Voici parmi tant d'autres quelques exemples d'hyperbole. L'hyperbole qui est devenu, ces dernières années, dans les médias, omniprésent et qui est utilisé par l'émetteur pour menotter le récepteur en l'enfermant dans une espèce de conserve avec une étiquette. Dorénavant, ce récepteur aura donc une image qui est péjorative, qui le discrédite, qui le décrédibilise et dont il aura beaucoup de difficultés à se défaire. Pourquoi? Parce que les télévisions, dont un des objectifs est de faire enregistrer par les spectateurs des clichés. Donc ça permet à l'émetteur de court-circuiter tout débat contradictoire et de se mettre à l'abri de toute contradiction ou opposition. Cette hyperbole, ça fonctionne à la fois comme une sanction, un blâme, mais aussi comme une espèce de peine à durée indéterminée. Pour conclure sur ces points fondamentaux, les effets principaux de la langue de bois chez le récepteur sont, pour l'essentiel, une réduction de la pensée critique, une réduction des capacités d'élaboration. Tout à l'heure, je vous ai mentionné la novlangue. L'objectif ultime de ce novlangue est non seulement de priver les individus des moyens d'élaborer quelque chose, ou de penser la réalité, mais de les priver de l'idée même d'élaborer les choses, puisqu'on est dans le règne de l'impensé. Ce langage, il est simplement articulé, il est complètement déconnecté du cerveau, il est automatique. La langue venant de là. Donc dans cette société, la réalité n'a aucune importance. Ce qui est important et ce qui est officiel, c'est ce que dit le novlangue sur une réalité. Comme je vous l'ai dit en préambule, la langue de bois est un discours qui est porté sur une réalité. Voici les effets explicites des principales figures de la langue de bois sur le récepteur. Les plus efficaces pour ce qui est de la complexité, de la perplexité, de la confusion, anglicisme et oxymore. Pour ce qui est de l'ennui, la démobilisation, l'euphémisme, pléonasme, tautologie, mots techniques et néologisme. Pour ce qui est du consensus, de la soumission, de l'autocensure, le concept opérationnel. Enfin, pour positiver une réalité, l'euphémisme et l'oxymore. Ce second tableau, voici les principaux effets implicites des
figure de style. Selon les récepteurs, la langue de bois peut engendrer une sorte de léthargie. Le résultat est bien entendu l'emprise effectuée par l'émetteur sur le récepteur. Émetteur qui, comme on dit, avance masqué. De manière plus spécifique selon le contexte, la langue de bois est faite pour engendrer du consensus, de la servitude, de l'allégeance, la soumission. À la question préalable qui est « Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, parle-t-il la langue de bois ?» ma réponse est oui. Bien entendu, cette question demeure une hypothèse de travail. Pourquoi oui? Récemment, Emmanuel Macron a évoqué un concept de décivilisation, qui est en fait un néologisme puisqu'il est fabriqué à partir du mot civilisation, dont il exprime l'opposé. Emmanuel Macron s'est alarmé hier du climat de violence qui règne en France. Il a dénoncé ce qu'il appelle un mouvement de décivilisation. C'est un mot typique de la langue de bois, qui a valeur d'euphémisme, puisqu'il masque une réalité jugée trop dure, adoucir une réalité. La réalité, c'est quoi? C'est la barbarie. La barbarie qui est l'opposé de la civilisation. Alors ce mot, bien entendu, fait référence à la novlangue. Pourquoi? Parce que dans la novlangue, vous ne disposez que d'un minimum de mots, un stock lexical très restreint, qui vous permet juste de fonctionner dans la réalité, dans la quotidienneté. Parmi ces mots, il y a par exemple l'adjectif « bon ». Et si vous souhaitez exprimer des mots comme « meilleur »,« excellent » ou « mauvais », vous devez utiliser un préfixe, et à ce moment-là, vous allez dire « plus bon » ou « double plus bon », ou bien « un bon », qui est un préfixe privatif. À un moment donné, Emmanuel Macron avait parlé de désilhouettage. Et dans le vocabulaire du management, il y a des mots, par exemple, vous dites au récepteur, la situation s'est complexifiée, vous allez devoir la décomplexifier. Au lieu de dire, vous allez devoir la simplifier. Pourquoi? Tout simplement parce que le mot simplifier dans la tête du récepteur va engendrer des associations d'idées, un imaginaire, une élaboration d'une certaine richesse et qui a à voir avec un mot de la langue française qui est le mot simple, simplifier. Par contre, si vous utilisez décomplexifier, cela n'engendre rien puisque ce mot n'a en fait aucune signification à part qu'il exprime une opposition. Et c'est l'objectif, l'impensé. À propos de ce registre de langue de bois, l'homme politique François Asselineau avait publié 4 vidéos à propos de certaines formules exprimées par Emmanuel Macron de manière assez répétitive et qui, le plus souvent, étaient interprétées comme masquant une espèce de vide. La formule de refondation. Macron nous a promis la refondation. À propos de toutes sortes de domaines. Refonder ce qu'est profondément la civilisation européenne. De même, Emmanuel Macron parle-t-il souvent de réinscrire, réinventer, réarticuler, etc. La formule « il faudra », qui est tout à fait typique de la langue de bois, pourquoi? Parce que dans la langue de bois, il faut, si possible, rendre les choses anonymes. Le mot « réinventer ». Concept de réinventer. Qu'il nous faut réinventer aujourd'hui. Et on va réinventer ces métiers. On a réinventé le syndicalisme. On doit le réinventer. On doit réinventer ce travail, on le sait bien. Je pense qu'on est en train de réinventer. Qu'il nous faut toujours réinventer. Réinventer cet espace de réinventer notre francophonie. Le continent africain est en train de se réinventer. Où nous pouvons réinventer la réinvention. Et nous réinventer. Moi le premier. Ce phénomène était l'occasion d'objectiver le fait que les journalistes sont les relais de la langue de bois. Ce sont eux qui la diffusent, qui l'actualisent, qui la modernisent. Parce que la langue de bois, ça vieillit. En particulier certaines figures de style, dont l'euphémisme. Par exemple, auparavant, à propos de certains pays africains, on parlait de pays sous-développés, qui, chez le récepteur, engendraient aussitôt des images fortes. Famine, misère, maladie. Puis on a parlé de pays en voie de développement, puis de quart-monde, puis de tiers-monde. Et enfin, de pays émergents. Évidemment que le mot « émergent » dans la tête du récepteur n'engendre aucune image. Et c'est fait pour ça. L'occasion aussi de constater que les politiciens, les leaders d'opinion, se sont précipités pour donner leur opinion à propos
de la décivilisation. Raisonnablement, n'aurait-il pas dû refuser de donner toute opinion sur ce néologisme et en même temps se montrer disponible pour élaborer sur la barbarie? On ne peut pas ne pas évoquer un piège. L'hypothèse de travail qui alimente la réponse à cette question est la suivante. Emmanuel Macron, depuis qu'il a été élu président de la République, a très probablement adopté ou endossé le rôle d'un dirigeant d'entreprise. Il n'a jamais cessé de nous parler de la Startup Nation. Un dirigeant d'entreprise qui a toute liberté de direction, d'action, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de contre-pouvoir dans cette entreprise, comme par exemple un conseil d'administration, un groupe d'actionnaires, la France, devenue une espèce d'entreprise. Si Emmanuel Macron endosse le rôle de manager, comme on dit en anglais, il y a donc en arrière-plan ce qu'on appelle le discours managérial, qui s'inspire du management. Management dont je vous ai parlé longuement dans les vidéos précédentes à propos de langue de bois. Donc le rôle d'un dirigeant d'entreprise dont les employés sont les Français. Français auxquels il va s'adresser avec des discours de dirigeants, où il va, selon le contexte, les recadrer, les piloter. Nous sommes en guerre. Les sanctionner, mais aussi les féliciter, les motiver, les encourager, de sorte que l'État français, c'est avant tout une affaire de gestion. Ce qui aboutit au fait que cet État n'est plus souverain, puisqu'il est devenu une espèce de marché, où le bien public, je le répète, c'est une affaire de gestion, où la chose publique, qui traditionnellement est ouverte à des enjeux politiques, idéologiques, dorénavant est ouverte à des enjeux privés, avec des acteurs qui peuvent être, par exemple, représentés par ce qu'on appelle des lobbyistes. C'est de McKinsey, ça encore? Oui, ils sont très disponibles, très pros. Et qui sont en concurrence. On passe donc d'une défense de l'intérêt général plutôt à une défense des intérêts privés. Dans la langue de bois, le modèle de ce type, c'est ce qu'on appelle la gouvernance, la bonne gouvernance, qui est un modèle tout à fait efficace pour leurrer les récepteurs, en lui faisant croire qu'il serait partie prenante. Monsieur Emmanuel Macron n'a fait quasiment aucune campagne à l'occasion des présidentielles de 2022, car probablement, en tant que dirigeant, en tant que manager d'une entreprise, avait-il un rôle à y jouer? En 2017, Emmanuel Macron s'est présenté aux élections présidentielles. Il a donc organisé une campagne électorale et en particulier des réunions publiques. Et ce qui m'avait un peu intrigué à l'époque, c'était le fait que les personnes qui sortaient de ces réunions et qui étaient interrogées explicitaient le fait qu'elles avaient l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de programme. Elles avaient l'air dépaysées par rapport au champ politique français traditionnel qui veut que l'on puisse se promener de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par un centre. Donc manifestement, il n'y avait pas vraiment d'idéologie. Il y avait sans doute un programme, mais il n'y avait pas d'idéologie d'arrière-plan, tout au moins pas de coloration politique. Ces dernières années, le parti fondé par Emmanuel Macron est décrit comme illustrant un extrême centre dans ce champ politique qui va depuis l'extrême gauche à l'extrême droite. Et deuxième constatation, c'est que ces gens-là avaient l'air plutôt paisibles. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ressentiment, il n'y avait pas d'irritation, il n'y avait pas non plus d'enthousiasme extrême. Et c'est l'élément le plus important. Et ça, c'est l'effet typique de la langue de bois, c'est-à-dire surtout de ne pas créer de conflit et amener une espèce d'atmosphère paisible. Tout ce qui est de l'ordre du clivage, du ressentiment, de la colère, on le laisse aux adversaires. À l'époque, Emmanuel Macron a adopté une posture d'allure messianique où il invitait avec moi des personnes à se mettre en marche, à déployer de l'énergie, à aller chercher cette énergie en elle-même vers un projet. Les mots-clés étant les réformes, l'innovation, les transformations, la fluidité, la mobilité. Il y avait bien entendu un ennemi désigné, un mauvais objet, qui était l'immobilisme. Et tout ce qui participe à l'immobilisme, les blocages, les statuts, les prérogatives, les barrières, sans toutefois désigner quiconque, ou quoi que ce soit de précis. On est bien entendu dans ce qu'on appelle le pragmatisme flou. Emmanuel Macron a utilisé aussi ce qu'on appelle le baratin pseudo-profond qui permet, comme on dit, d'enfoncer des portes ouvertes.
il y avait très rarement une langue technocratique, les choses étaient plutôt simples. Il y avait bien entendu des formules qui sont inscrites dans la langue de bois, comme le pacte républicain, les réformes justes, le dialogue exigeant, le collectif responsable. Dans la campagne d'Emmanuel Macron, il est souvent question de réconcilier les contraires. Et par la suite, Emmanuel Macron a été identifié comme étant quelqu'un du « en même temps ». Dans la langue de bois, c'est l'effet recherché, puisque je vous l'ai dit, la langue de bois ignore tout clivage idéologique, toute contradiction. Par conséquent, il faut, comme on dit vulgairement, ratisser large. Par exemple, un homme politique qui pratique la langue de bois prononce la phrase suivante. La communauté homosexuelle est une minorité vulnérable. Du côté des récepteurs qui n'ont pas de problème avec l'homosexualité, c'est tout à fait audible. Du côté des récepteurs qui, par exemple, haïssent les homosexuels, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent que les homosexuels, ce sont des mineurs, des enfants. On va pouvoir leur donner des raclées pour les mettre sur le droit chemin. Et de surcroît, ils sont vulnérables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont bientôt crever comme des animaux en danger et on sera débarrassé. Donc vous voyez comme une simple phrase en apparence neutre peut convenir à tous les récepteurs. Une des figures de style les plus efficaces dans le discours du management, c'est ce qu'on appelle le concept opérationnel. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement un slogan fabriqué avec 2-3 mots. Voici quelques exemples de concept opérationnel. Ceci pour qualifier une sorte de processus, de projet, auquel le récepteur doit se soumettre, doit adhérer, doit y participer. Ce concept opérationnel serait à l'origine basé sur un consensus. En général, on ne sait pas lequel. Il va donc se déployer dans le temps et il va aussi être l'objet de révision, d'ajustement, de mise à jour comme un logiciel. Le concept opérationnel n'est pas contestable, n'est pas opposable. Qui pourrait contester la qualité des soins? Il est fait pour fabriquer de l'autocensure. C'est aussi un excellent dispositif pour masquer des choses, masquer des enjeux financiers, des enjeux de pouvoir, des abus de pouvoir. Dans l'espace du travail, cela engendre une rationalisation des tâches, où l'acteur est dépossédé de toute initiative, puisque le travail est organisé ailleurs. Il n'a pas de contrôle sur les tâches qu'il accomplit. Cela aboutit à une discontinuité dans le travail, à bien entendu une insécurité, à une réduction du plaisir de travailler, du plaisir de penser son travail, à une souffrance, le plus souvent muette. Ce concept opérationnel illustre un des objectifs du management, qui est la destruction du travail, auquel vont se substituer des procédures, des tâches, des référentiels, des séquences nomenclaturées, etc. Où l'employé devrait être, si possible, interchangeable. Ce qui fait que l'employé obtiendra de la reconnaissance, non pas pour ce qu'il fait, c'est-à-dire il a un métier, une expérience, un savoir-faire, une réflexion sur son travail, mais sur ce qu'il est. Est-il flexible? Est-il esprit d'équipe? Est-il dynamique? La conclusion provisoire est la suivante. Emmanuel Macron, depuis qu'il est devenu président de la République, ne se prive pas, quand il s'adresse à tout ou partie des Français, d'utiliser la langue de bois. Cette rhétorique a bien entendu des conséquences multiples chez les récepteurs dont je vous ai parlé. Elle participe à une attaque faite à la pensée humaine, et en particulier à la pensée critique et aux capacités d'élaboration de la réalité chez les individus.